Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, une section veille dans laquelle on vous parle de plein de choses comme d'habitude. Dans le dossier de cette émission, on vous propose une interview de Guillaume Roch, le responsable des relations développeurs de Salesforce, qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors de la compétition du meilleur développeur de France. Dans la Toolbox, nous avons un outil pour accélérer vos développements web, quelle que soit la techno. Et dans la zone 404, on vous propose de découvrir une surprenante démo de l'effet Doppler. Et je n'accueille pas Teddy puisqu'il n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui. Et on enchaîne avec la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Et dans la section veille, on commence par Microsoft, qui a fait une annonce à la GDC, la Game Developer Conference, sur la mise à disposition pour les développeurs d'outils pour unifier le développement de jeux pour Windows 10 et pour Xbox. Ils ont également annoncé des évolutions pour la librairie DirectX, qui est une librairie très connue pour développer des jeux sous Windows. Voilà, c'est alors Xbox One, Windows 10 ensemble pour les gamers. Est-ce que c'est vers cette direction que Microsoft va enfin réussir à arriver? Ça fait quand même longtemps qu'ils promettent ça et qu'ils font des tentatives pour y arriver. Je leur souhaite bon courage et en tout cas on surveillera ça de très près. Vous avez un lien dans les notes de l'émission comme d'habitude pour un petit peu comprendre de quoi il s'agit dans les détails. Et on enchaîne avec Dropbox qui annonce la fonctionnalité de gestion des groupes pour l'API business. Donc ils ont une API pour les professionnels qui intègrent Dropbox. Et dans ce contexte-là, ils ont mis en place notamment la synchro avec Active Directory ou LDAP au choix, ce qui du coup, effectivement, pour la gestion de droits et la synchronisation des utilisateurs et le single sign-on avec Dropbox est une grande avancée pour l'intégration dans les systèmes informatiques des boîtes qui existent déjà, les systèmes informatiques, pas les boîtes. Donc, du coup, voilà, je trouve que c'est une belle avancée. À voir un petit peu, je suis pas sûr que nous, développeurs web, on ait souvent besoin d'intégrer ça, mais si vous êtes développeur dans une grosse boîte qui utilise Dropbox, eh bien vous allez certainement avoir trouvé de l'intérêt à cette annonce. Allez, on enchaîne avec OneDrive, qui est également une solution de stockage cloud, qui ont annoncé, il était temps, leurs API. Ça y est, OneDrive a des API en RESTful, on pouvait s'y attendre, avec des interfaçages possibles avec Windows, le web, iOS, Android, bref, tout ce qu'il faut, bien comme il faut. J'ai pas eu le temps de regarder pour voir si les API étaient complètes, bien documentées, etc. Quoi qu'il en soit, la doc a été hébergée sous GitHub, avec comme d'habitude des exemples, une console pour tester, un endroit pour enregistrer, son API et récupérer la clé. Voilà. Un beau début, bravo à Microsoft, le cloud, vous y arrivez, enfin, c'est un peu tard, mais vous faites le pas, c'est la bonne direction, je les encourage à continuer, et on continue avec Google, qui annonce une nouvelle qui, pour le moins, est un peu triste, oui, le service de Google Cloud, de Google Code, je sais pas pourquoi je dis comme ça, de Google Code ferme. Alors ça va être progressif, le 12 mars, donc on ne peut plus créer de projet. Le 24 mars, le site, tout restera en lecture seule. Et le 25 janvier, on va tout couper. Ils nous engagent évidemment à bouger vers GitHub. Ils avaient déjà fait ça eux, pour leurs propres besoins. Ils n'utilisaient plus Google Code, mais bien GitHub. Évidemment, Google ne nous abandonne pas. Il nous propose un outil pour exporter nos projets Google Code vers GitHub. Voilà, sachant qu'évidemment, il n'y a pas que GitHub dans la vie. Vous pouvez bouger vers Bitbucket ou SourceForge. Ça fera aussi bien le boulot. C'est à vous de choisir quelle est votre préférence. Allez, on continue sur les API. Et là, j'ai trouvé une plateforme qui, je pense, existe depuis déjà quelques temps, mais que j'ai trouvé juste géniale.
elle permet, c'est une place de marché pour les API. En gros, ça fait quoi? Ça vous permet d'enregistrer vos API sur cette plateforme, avec un petit un formulaire, et donc on va aller regarder les API existantes et donc de les présenter, de mettre une doc en ligne, de présenter tout ce qu'elles font, de donner et ça vous permet de mettre en place des plans. Alors on va en prendre un par exemple, à propos du weather, alors évidemment c'est pas une payante celle-là, donc c'est pas intéressant. Du weather, comment on dit weather en français? On dit, allez aidez-moi, on dit la météo. Merci, heureusement que vous étiez là. Bref, donc ça vous permet de décrire un petit peu comment se passe, comment fonctionne votre API, ce qu'elle fait, avec des exemples de code, des exemples de résultats, etc. Et notamment, il y a une section pricing où vous pouvez déterminer, en fait, le prix de l'abonnement. Donc, vous pouvez mettre un abonnement gratuit, pour un accès limité, un abonnement payant, et cette plateforme va vous aider à implémenter tout ce côté business model. Je trouve ça juste assez cool pour les développeurs qui ont envie de développer des petits services comme ça, un peu spécifiques sur un besoin particulier. Ça vous permettra de créer du revenu passif sur des API que vous auriez développées, sachant qu'ils prennent une commission de 20%, de mémoire à vérifier, mais de 20% sur les abonnements que les gens souscrivent pour avoir accès à votre API en mode payant. Donc voilà, ça file moi je trouve que c'était intéressant pour les développeurs qui ont envie de se créer un peu de revenus passifs. Si vous avez des petites idées d'API intéressantes, alors n'hésitez pas à les inscrire sur cette plateforme, ça s'appelle mashape.com. Je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai cherché rapidement, j'en ai pas trouvé. Moi je trouvais que c'était une bonne idée pour les développeurs pour générer des revenus passifs, sachant que c'est également une bonne idée pour vous chercher des API dont vous aurez besoin pour traiter des vidéos ou des images ou des choses comme ça, sachant qu'il y en a vraiment plein. Moi j'ai regardé ça, j'ai trouvé des choses très chouettes dans les API. Éventuellement on regardera ensemble s'il y a des choses intéressantes, on vous en parlera si on trouve qu'il y a de belles choses. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de générer des revenus passifs, mashape.com est peut-être une solution. Allez, on parle un petit peu de CSS et on va vous parler de CSS 100, qui, sans SANS, vous savez, comme le sans sérif des fontes, puisque oui, effectivement, il s'agit de typographie. Ce projet a pour ambition, ni plus ni moins, que c'est pas une ambition, c'est à réaliser une fonte, peut-être même plusieurs, une fonte exclusivement en CSS. Alors vous avez justement ceux qui sont en vidéo, vous pouvez voir un petit peu les exemples. Donc on a toutes les lettres de l'alphabet, vous imaginez bien une fonte, et qui sont réalisées intégralement en CSS, c'est-à-dire chaque partie de la lettre, chaque dessin de la lettre est en fait une suite de propriétés CSS. À quoi ça sert? Sincèrement, à vous de me le dire, j'ai juste trouvé ça marrant, et ceci dit, la prouesse technique méritait d'être saluée. Donc voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler pour CSS 100. Google va ouvrir avait déjà promis qu'il allait ouvrir les API pour Google Now, sauf qu'en fait, ils l'ont déjà fait pour une quarantaine d'apps ont déjà accès à ces API, donc on va voir ce qu'elles vont en faire. Mais en tout cas, l'ouverture des API de Google Now est en cours et approche de plus en plus pour les développeurs Android. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on termine avec une petite section sécurité avec le projet OkTurtles qui nous propose de laisser tomber HTTPS et le SSL, qui est une technologie vieillissante et dont on a vu est surtout centralisée par les fournisseurs d'autorité, et surtout c'est payant, vous devez acheter vos certificats, pour remplacer ça par une technologie d'encryptage basée sur la blockchain. La blockchain, rappelez-vous, c'est l'algorithme qui motorise notamment tous les bitcoins et les crypto-monnaies qui gravitent autour de Bitcoin. Donc c'est intéressant parce que vous verrez, il y a une petite vidéo qui explique globalement, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est décentralisé, donc ça évite les
corruption, si j'ose dire, et surtout, c'est complètement ouvert, et puis c'est beaucoup plus robuste et solide que l'HTTPS aujourd'hui, puisque ça empêche le piratage via la solution man in the middle. Donc vous savez, quelqu'un qui écoute vos conversations entre votre ordinateur et le serveur que vous interrogez, et qui va potentiellement soit les rerouter, soit modifier les réponses, ou modifier les requêtes, etc. Voilà, ça m'a paru intéressant, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, et on regarde et on enchaîne avec le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, on vous parle de la compétition des meilleurs développeurs de France 2015 qui a eu lieu à l'école 42 et où nous étions. Tout d'abord, félicitations à Antoine Leblanc qui a gagné cette compétition. Bravo à lui. La compétition était dure. En plus, elle a commencé tard, vers 20h. Elle s'est poursuivie jusqu'à minuit. Donc vraiment, voilà, une compétition tard dans la nuit. Donc bravo à lui. Et on a eu l'opportunité de rencontrer Guillaume Roch, qui est le responsable des relations développeurs chez Salesforce. Je vous laisse regarder cette petite interview. Tu es responsable des relations développeurs au sein de Salesforce. Voilà, pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. D'accord, donc IME. Voilà. Exactement. Okay. Et donc du coup, en quoi ça consiste et quel est l'objectif de ma mission de ta mission, ouais. Ma mission est relativement simple, hein, c'est simplement de faire croître l'écosystème autour de la plateforme de Salesforce. Et cet écosystème passe dans le recrutement de développeurs qui sont au cœur du changement, de la transformation du numérique aujourd'hui dans l'entreprise, qui est la cible privilégiée de Salesforce. D'accord, ok. Donc du coup, en venant ici, vous cherchez à communiquer auprès de certains développeurs. Alors en venant ici, il y a plusieurs choses. Il y a montrer notre soutien à la communauté des développeurs. Hein, je pense que c'est un élément important. Montrer l'importance du développeur justement dans cette transformation. On va dire que les mentalités évoluent. Si je compare les mentalités de l'il y a 3 ans aux mentalités d'il y a maintenant, c'est-à-dire quand on a fait le premier meilleur développeur de France à maintenant, les mentalités ont évolué. On l'en voit d'ailleurs il y a 3 ans, quand on a fait le premier meilleur développeur de France, il n'y avait pas ni le Crédit Agricole, ni AXA, ni la Société Générale. Il y avait des startups qui avaient déjà, elles, bien compris de l'intérêt du développeur, mais on n'avait pas encore ces grands groupes qui, entre guillemets, ont vu maintenant l'intérêt d'avoir des talents qui vont les aider à se transformer et à, on va dire, embrasser le numérique pour créer des nouveaux usages qui vont leur permettre de continuer à croître. Et donc le développeur est au cœur de cette transformation, d'où notre présence. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu l'artisan de cette transformation. C'est aujourd'hui le fer de lance de cette transformation et de la transformation du numérique. D'accord. Alors du coup, parlons un peu techno, en tout cas, autant que possible. Quels sont les technos que vous favorisez en termes justement d'intégration avec la plateforme Salesforce? Est-ce qu'il y a des choses que vous privilégiez, des choses que vous souhaitez obtenir? Il y a plusieurs choses. Déjà, Salesforce a été le pionnier, le leader du cloud pour l'entreprise. Donc, en termes de technologie, il y a le cloud. Ensuite, on a aussi, quelque part, été le pionnier, le leader dans la mobilité pour l'entreprise. Encore, tout ce qui est technologie du mobile, on est un acteur majeur et on propose aujourd'hui dans notre plateforme des solutions qui permettent de développer des applications mobiles de manière extrêmement simple et extrêmement rapide, qui s'appuient sur des technologies hybrides du type JavaScript, HTML pour le mobile ou natif, que ce soit pour Android ou que ce soit pour iOS, ou maintenant bientôt pour Windows Phone. Voilà. Donc la mobilité, les réseaux sociaux d'entreprise. On a été là encore les premiers à pousser le réseau social dans l'entreprise pour justement là encore créer des scénarios de collaboration au sein des employés qui vont donner lieu à des conversations. Et on s'aperçoit que tous les processus métiers ne sont pas des transactions. Certains de ces processus métiers sont des conversations, donc il faut pouvoir les modéliser, et les réseaux sociaux d'entreprise justement permettent cette modélisation, permettent de développer des conversations qui vont justement permettre une meilleure adéquation avec certains types d'activités. D'accord. Donc on a parlé d'intégration avec les plateformes web, les applications web. Oui. On a parlé un peu de mobile. Qu'en est-il de l'intégration avec l'Internet of Things, Internet des objets, des objets connectés? Une très bonne question. Merci. Comment vous voyez ça? Comment vous abordez ça? Voilà, alors c'est une vraie bonne question. Et là encore, on a été pionnier dans l'intégration de ces nouveaux outils dans l'entreprise, puisqu'on a essayé d'apporter à l'entreprise des nouveaux scénarios d'usage de ces wearables, par exemple. D'accord. On a annoncé il y a à peu près 6 mois un SDK
sur un certain nombre de wearables, que ce soit Fitbit, que ce soit Google Glass, que ce soit les montres Android divers et variés de LG, de Samsung, etc. On a annoncé des kits d'intégration avec Salesforce qui permettaient de gérer des cas d'usage divers et variés du type notification, d'opportunité sur ta montre, etc., authentification, tous ces sujets-là. On a fait une annonce là encore il y a quelques jours avec l'annonce d'Apple de Salesforce One for Apple Watch, de Analytics Cloud for Apple Watch, et d'une manière générale d'un SDK de création d'applications pour l'Apple Watch. Là encore, intégré à Salesforce. Donc voilà ce que l'on fait, on va dire, dans le monde de l'Internet des objets. Et on va continuer à investir dans ce sens, et surtout, on va continuer à porter des nouveaux scénarios pour l'entreprise, portés par ces objets connectés. Absolument. Alors du coup, la question, c'est quels sont les services ajoutés que propose les SDK, que propose Salesforce? Quels sont, alors on vous connaît pour les applications de vente. Oui. On a entendu parler de Chatter autant que possible. Oui. Donc les réseaux d'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres services? Il y a plein de services. Oui, il y a plein de services. Ça ne se limite pas qu'à ça. Non, ça se limite pas qu'à ça. En fait, très vite, on s'est aperçu que la relation client, elle va bien au-delà du SFA ou du CRM, qui est le positionnement historique de Salesforce. Oui. Ça passe aussi dans le marketing. Oui. Comment on va gérer des campagnes on va dire comment on va gérer un parcours client, et ça quel que soit le canal que ce client va utiliser pour interagir avec une marque, que ce soit le mobile, que ce soit des sites web, que ce soit un magasin physique, etc. Donc comment on gère en fait ce parcours client, comment on évite que ce parcours client soit disjoint, c'est-à-dire que lorsque je vais, par exemple, je vais aller naviguer sur un site commercial sur mon mobile, peut-être être intéressé par un produit, je peux éventuellement arrêter ma commande en cours de route et poursuivre cette commande dans un magasin. Lorsque j'arrive, je veux ne pas avoir besoin de réexpliquer tout ce que j'ai fait, et lorsque j'arrive, que la personne qui me reçoit soit déjà au courant de ce que j'avais regardé sur le site marchand, sache un peu mes habitudes, mes couleurs préférées, etc., pour me proposer au mieux les produits qui me conviennent. Donc ça, on a une solution qui permet de gérer ce parcours client qui s'appelle Marketing Cloud, et qui vient étendre notre solution qui historiquement a fait Salesforce, qui est Sales Cloud. Donc ça, c'est les deux éléments. On a un troisième élément qui est Service Cloud. Donc là, on est plus dans l'après-vente. Ouais. Comment on s'assure que une fois qu'on a un client qui est devenu client, ce client reste satisfait. Ça, c'est un élément fondamental, parce que la satisfaction du client fait ou défait une marque. Eh bien, j'espère que cette petite interview vous a plu, et on enchaîne avec la Toolbox. Et maintenant, ouvrons la Toolbox. Et dans la Toolbox, je vous ai promis d'accélérer vos développements web. Mais avant, il faut que je vous parle de slideout.js. C'est une petite librairie JavaScript, ça vous y attendiez, qui va vous permettre, pour ceux qui sont en vidéo, vous avez tout de suite compris à quoi ça servait. Pour ceux qui ne sont pas en vidéo, ça vous permet en fait de déplacer avec un slide sur la gauche ou sur la droite votre écran principal pour faire découvrir un menu latéral, soit gauche, soit droit, que vous pourrez faire revenir. Vous verrez, c'est une animation en fait ultra classique sur les applications mobiles. Vraiment, il y a rien de très nouveau, sauf que du coup voilà, on peut le faire sur nos applications web. C'est simple, c'est bien fait, c'est léger. Pourquoi s'en priver? Et enfin, je vous parle justement de comment accélérer votre développement web, quel que soit votre techno. Eh bien, je vais vous parler de BrowserSync, qui, pour vous la faire courte, est un petit outil qui va scanner les fichiers sources que vous modifiez, donc il va scanner votre progrès, et dès que vous modifiez un fichier, que ce soit du Rails, du PHP, du JS, whatever, va rafraîchir votre navigateur. Alors c'est capable de faire ça sur plein de devices, donc si vous voulez faire ça sur votre tablette, votre mobile, votre desktop et tous les autres devices sur lesquels vous codez, vous avez ça devant vous, une collection de devices pour tester tous les écrans, tous les types d'écrans en même temps. Eh bien vous pouvez le faire avec BrowserSync, ça va du coup tout rafraîchir en même temps à chaque fois que vous codez, et ça vous permet de voir, sans lâcher votre éditeur de texte, votre IDE. Votre environnement de développement, comment justement ça réagit, comment vos modifications réagissent. Bon, je vous l'ai un peu survendu, ça fait quand même pas grand chose, c'est complètement gratuit, à mon avis c'est intéressant à exploiter, moi j'ai bien prévu de l'intégrer dans mon processus de développement.
Ça a été téléchargé 300 000 fois, donc c'est que ça a quand même un intérêt. Je vous invite à le tester et à me faire un petit retour sur comment ça s'est passé pour vous. Et on enchaîne avec la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, je vous parle de l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est un effet assez basique hein, en physique, qui est en fait l'effet, vous le constatez tous les jours quand vous avez par exemple un camion de pompier qui vous passe devant avec la sirène allumée. Au début, quand il se rapproche de vous, il a une sirène très aiguë, et quand il s'éloigne de vous, la sirène est plus grave. Elle fait bon, voilà. Et ben, cet effet-là, en fait, c'est l'effet Doppler, c'est-à-dire que je vous fais pas le détail. Hein, pourquoi d'un seul coup, alors que la sonnerie qui est émise par le camion de pompier est toujours de la même fréquence. Hein, vous faites pas d'illusions, ils font pas de variation de fréquence quand ils passent devant vous, devant tous les gens qui croisent. Bref, si ça change de fréquence et que ça paraît plus aigu quand ça s'approche de chez vous et plus de vous, et que c'est plus grave quand ça s'éloigne de vous, c'est l'effet Doppler qui fait ça. Et là, vous regarderez la version physique, pourquoi ça marche, comment c'est quoi, il y a des informations dans les notes de l'émission pour comprendre l'effet Doppler. Ce qui est rigolo, c'est que cet effet Doppler, là, on peut l'utiliser en développement web, par exemple pour faire scroller une page web juste en passant comme ça la main juste devant notre micro. Hein. Il faut quand même faire ça devant le micro de notre laptop. Hein. Donc ceux qui ont la vidéo, vous voyez la démo technique et c'est juste bluffant. Et ce qui est formidable, enfin moi ce que je trouve qui est formidable, c'est qu'en fait c'est juste un petit bout de code JavaScript hyper simple à installer pour effectivement mettre en place cet effet Doppler et donc du coup être capable de faire scroller une page, de faire passer d'avant en arrière, etc. Bref, juste des enceintes, un micro, un peu de JavaScript et on peut contrôler son ordinateur sans les mains grâce à l'effet Doppler. C'est la promesse de cette petite démo technique, je trouve ça très cool. Allez voir, la démo est quand même intéressante, ne serait-ce que pour découvrir l'effet Doppler. Ça conclura cette émission, on vous remercie de vous l'avoir suivi et on vous dit à dans 2 semaines. Salut!